Bonjour et bienvenue pour cette conférence Découvrez les 5 étapes permettant d'élever vos fréquences et devenir créateur de votre vie. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'ai commencé il y a près de 30 ans vraiment à faire des lectures intuitives auprès de personnes. Donc, j'ai plusieurs milliers de lectures intuitives que j'ai effectuées. C'est des personnes qui avaient des problèmes de santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle ou spirituelle. Et puis évidemment, j'ai également aussi développé une pédagogie autour de comment développer ces habiletés intuitives que j'ai nommé l'écoute imaginaire à l'époque et qui est maintenant devenue la pleine conscience intuitive, qui est une combinaison donc de la capacité à faire une lecture intuitive de soi-même ou d'un partenaire, donc de lire le champ énergétique, de combiner cela avec des techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui permet donc de libérer les programmations mémorielles qui animent les champs énergétiques, puis évidemment des techniques de soins, comme on retrouve chez les guérisseurs par exemple, pour favoriser une circulation énergétique la plus équilibrée possible. Donc la combinaison de ces trois outils-là permet pour moi, en tous les cas, de développer d'une part une compréhension de ce qu'on fait, d'une part de libérer les programmations limitatives qui animent notre être, et ensuite évidemment rétablir les flux énergétiques pour optimiser la santé, qu'elle soit énergétique, physique, psycho-émotionnelle ou spirituelle. Donc voilà, c'est un peu ça l'ensemble de l'enseignement qui m'anime, qui me fait envie effectivement de faire la consultation avec les gens, de pouvoir justement accompagner des gens, de pouvoir leur enseigner également la pédagogie qui est autour de ça et d'arriver à ce qu'ils puissent développer ces habiletés-là pour eux-mêmes ou encore pour leur propre clientèle s'ils sont des thérapeutes. Donc cette conférence-ci, lorsque j'ai annoncé que je allais faire cette conférence-là, il n'était pas encore question d'une façon aussi tangible du problème qu'on retrouve actuellement. On est le 17 mars 2020, du fameux coronavirus qui a eu un impact important dans le monde entier, il ne faut pas se le cacher, plus particulièrement entre autres en Europe. En tout cas, le 17 mars 2020, l'Europe est assez touchée. Puis moi, je suis Canadien, donc je suis au Canada aussi. Puis évidemment, là aussi, c'est touché. Puis en fait, tous les pays ont été un peu concernés par cela. Et c'est certain que lorsqu'on parle d'élever sa fréquence, bien évidemment, on a un beau défi à relever dans une circonstance comme celle-là, puisque des circonstances comme celle-là vont activer la peur en nous. Pourquoi? Bien, il y a toutes sortes de peurs. La première peur, c'est j'ai peur d'attraper le coronavirus. Ça, c'est une première chose qui peut me faire peur, c'est d'avoir l'impression que je pourrais donc attraper cette maladie, ce virus-là. La deuxième, bien évidemment, c'est toutes les circonstances qui sont associées donc à cette maladie-là, cette propagation de la maladie. C'est que moi, je ne peux plus voyager. Moi, ben, je ne peux plus même me déplacer dans des commerces, dans des lieux, parce que quelque part, bon, je pourrais transmettre, je pourrais attraper le coronavirus à cet endroit-là. Donc, en plus d'avoir la peur d'être malade, d'attraper la maladie, je me retrouve dans une position où je suis un petit peu prisonnier parce que je ne peux pas faire ce que je veux, parce que quelque part, certains gouvernements ont pris des décisions assez fermes qui font qu'on peut pas, on n'a pas la pleine liberté de faire ce qu'on veut, justement, parce qu'on doit respecter la collectivité puis les décisions qui sont prises par les politiques pour justement protéger la collectivité de la propagation possible du coronavirus. Alors ça, c'est une deuxième stress qui vient avec ça. Et le troisième stress que j'ajouterais, ben, c'est évidemment les gens qui sont fervents de ce que j'appelle toutes les hypothèses, on pourrait les appeler comme ça, les hypothèses exprimant justement qu'on est manipulé, qu'il y a un gouvernement mondial qui cherche à faire ceci, qui cherche à faire cela. Bon, il y a plein de théories, il y a plein d'émissions, d'informations à ce sujet-là. Je pense que vous en connaissez peut-être plus que moi là-dessus. Alors, c'est sûr que dans des conditions comme celle-là, bien évidemment, on est dans une position où nos fréquences se retrouvent amoindries parce que la peur que ça génère, tout ça, va faire que moi, je me retrouve dans une position d'impuissance. Et cette impuissance-là, évidemment, est un des principaux symptômes, hein, quelque part, de la baisse de mes fréquences, c'est-à-dire que je ne peux pas être dans une position de pouvoir dans ma propre vie si je n'ai pas le sentiment que j'ai du pouvoir sur ma propre vie. Hein. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment que je ne peux rien faire, ben, quelque part, je suis en souffrance. Je suis dans une position où, d'une certaine façon, je me retrouve dans une situation de stress intérieur et je vais donc abaisser mes fréquences de façon significative et je ne serai certainement pas créateur de ma vie à ce moment-là. Même au contraire, on pourrait même parler d'une forme de création négative. Hein, on a soit parlé de l'effet placebo, on pense aussi à l'effet nocebo. Et l'effet nocebo, qu'est-ce que c'est? C'est ma pensée, quelque part, qui crée la maladie, qui crée quelque part des situations
qui ne sont pas favorables à la santé. Alors, je pense que, collectivement parlant, avec les réseaux sociaux plus particulièrement, qui est une belle invention, on pourrait dire ça comme ceci, qui permet à plein de monde d'être en réseau et en communication, c'est merveilleux, c'est fantastique. Puis en même temps, dans une situation comme celle-ci, ben, quelque part, la contamination psychique qu'un individu peut avoir, il peut facilement la transmettre à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre peut facilement la retransmettre à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc, la contamination psychique qui génère de la peur, qui génère de l'inconfort à l'intérieur de nous-mêmes, ben, elle est facilement transmissible. Donc, on parle d'un coronavirus qui pourrait se propager, mais finalement, il faut se rappeler quelque part que l'être humain est un excellent propagateur aussi de stress, de peur, de fantaisie, je dirais, psycho-émotionnelles, qui peuvent générer encore plus de peur parce que justement, on a l'impression qu'on est manipulé par ceci ou par cela, ce qui fait qu'on s'éloigne, en fin de compte, d'une position de pouvoir, mais on est vraiment dans une position au contraire d'impuissance et qui fait qu'on est de plus en plus malheureux dans ces circonstances-là. Donc, la conférence d'aujourd'hui va avoir pour objectif donc de vous présenter une réflexion et peut-être, j'espère du moins, des moyens, des outils pour renouer contact un tout petit peu avec cette fameuse fréquence qui est en nous et cette capacité d'être créateur de notre propre vie plutôt que de s'inventer un scénario. Parce que moi, ce qui me fait peur actuellement, ce que j'ai vu sur Internet, ce que j'ai entendu, c'est des gens qui commencent à arriver avec leurs convictions. Leur conviction, c'est qu'il se passe ceci pour telle chose, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Sans s'en rendre compte, ils sont en train de se programmer une réalité, mais également de transmettre cette même propagation de leur réalité à d'autres êtres humains. Et c'est ça l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est une résonance entre moi et d'autres individus qui font que si j'adhère à la conviction que cette autre personne-là me transmet, ben, je suis en train de créer quelque part quelque chose qui n'est pas ce que je souhaite. Donc, si je n'ai pas ce que je souhaite, ben, quelque part, je deviens effectivement une victime de quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais à laquelle j'adhère d'une certaine façon, puisque je vais le nourrir. Et c'est pour ça qu'on parle de position de verticalité dans la pleine conscience intuitive. La verticalité, c'est quoi? C'est la position de témoin où j'apprends donc à observer, à accueillir quelque chose et à apprendre justement à être le plus objectif possible par rapport à ce qui est là et d'apprendre donc à questionner la sagesse, l'intelligence qui anime la raison d'être de ce processus-là pour être capable justement de pouvoir renouer contact avec une position de sagesse, je dirais, de sagesse qui va faire que je vais être capable de mieux réagir à la situation parce que je ne vais pas réagir avec mes peurs et avec mon histoire personnelle, mais je vais réagir en accord avec qui je suis véritablement. C'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, de quelle façon ça pourrait prendre forme. Donc, la première chose que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que l'humanité, depuis bien, bien longtemps, il fonctionne selon la loi de la survie. La loi de la survie, c'est les besoins physiologiques, par exemple le besoin de manger, le besoin de s'habiller, les besoins qui sont associés donc au corps physique, qui sont vraiment reliés donc à ce qu'on pourrait appeler l'enracinement, c'est-à-dire que moi, je suis connecté avec la réalité terrestre, mais je sais que je dois me coucher, que je dois manger, que je dois m'habiller, avoir une certaine hygiène de vie, etc. Il y a donc des besoins de base qui vont faire que moi, je vais me retrouver dans une position où je vais me sentir bien avec mon propre corps parce que je vais répondre à chacun d'eux. Alors ça, c'est un élément fondamental que chacun d'entre nous devons apprendre justement à gérer. Puis d'une façon historique, d'une façon collective, depuis le début des temps, ben, l'être humain a appris justement à développer, à répondre à ces besoins physiologiques-là. Les besoins de sécurité, qui sont des besoins fondamentaux, bien sûr. Évidemment, encore là, collectivement, on a appris justement à se sécuriser à travers donc les temps. Les besoins sociaux, évidemment, ma capacité d'être dans une interaction avec d'autres êtres humains, avoir de l'affection, etc. Bon, c'est des besoins quelque part fondamentaux qui sont associés donc à l'être humain. On peut certainement parler de l'estime, le besoin d'être estimé par d'autres êtres humains, le besoin d'être reconnu par chacun d'eux. Ce sont tous des besoins quelque part qui sont assez fondamentaux, qu'on retrouve dans la pyramide de Maslow, par exemple, et qui font que justement, on comprend que l'être humain, dans sa dimension collective, s'est construit une conscience en tenant compte de ça. C'est-à-dire qu'au début des temps, ben, les besoins physiologiques ont été reconnus par l'être humain à travers justement l'expérience. Puis l'être humain a appris donc à manger, à prendre soin de lui, etc., etc., à être donc à répondre à des besoins qui sont reliés à son corps. Ensuite, il y a eu des besoins de sécurité qu'il a appris justement donc à développer un confort pour se sécuriser, pour se sentir bien dans sa propre vie. Alors ça aussi, ça s'est fait à travers l'histoire.
les besoins sociaux. L'être humain a appris donc à interagir avec d'autres êtres humains, à développer des communautés, etc. Ensuite, il y a eu cette forme d'estimation, des gens étaient reconnus, on faisait des choses pour plaire à l'autre, pour être estimé, etc. Et puis évidemment, ensuite, les reconnaissances qui ont fait que l'être humain il y a des êtres humains qui se sentaient peut-être plus importants que d'autres parce que justement, on leur attribuait une certaine forme de valeur, etc., etc. Donc tout ça, finalement, c'est un processus humain que je viens de vous décrire. Et ce processus humain-là, on le retrouve aujourd'hui, présentement, dans la société dans laquelle on est. Et c'est certain qu'on doit se rappeler que si on regarde ça d'un point de vue plus subtil, on a un champ énergétique autour de soi. Et ce champ énergétique-là porte en lui les traces de l'histoire de l'humanité. Alors, si ce champ subtil-là porte en lui les traces de l'histoire de l'humanité, ça veut donc dire qu'on est porteur d'informations énergétiques associées à notre histoire de vie. Depuis que je suis né, moi, quelque part, je porte en moi un certain bagage d'informations associées à ma façon de voir la vie, aux expériences, aux émotions, aux blessures que j'ai pu vivre. Je porte en moi également possiblement des mémoires d'ancêtres de ma famille qui n'ont peut-être pas été résolues, etc. Je porte en moi également des informations associées à mon peuple. Hein, par exemple, si on se situe au niveau du Québec, au niveau du Canada, par exemple, ici où est-ce que je suis, mais par exemple en France, bon, ben, le peuple français, mais encore là, la Bretagne a aussi une histoire de conscience collective, etc. Donc, vous voyez qu'à travers tout ça, on porte également aussi ces traces de notre histoire, finalement, qui est associée donc à une collectivité plus ou moins importante, puis ensuite au peuple du pays en question. Et puis, évidemment, il y a l'humanité en tout entière. Donc, on est porteur de tout ça. C'est important de bien comprendre cette idée qu'on est porteur de tout ça, parce que ces informations que je viens de vous nommer, on les a tous en soi potentiellement, et elles vont ressurgir dans certaines situations. C'est-à-dire, par exemple, que moi, dans une situation où je vais rencontrer quelqu'un qui a une autorité, ben, je vais peut-être effectivement me remettre en relation avec l'enfant que j'ai été, qui a eu très, très peur d'être grondé, donc qui va se comporter d'une certaine façon par cette personne-là, parce qu'elle manifeste une autorité, ben, elle va m'amener à me soumettre à elle très facilement. C'est possible aussi que ça puisse amener, faire émerger également des mémoires de mon histoire familiale dans lesquelles il y a eu de la domination, où j'ai appris moi à me soumettre. Et évidemment, ça peut aussi me mettre en relation avec des mémoires de ma collectivité, hein, de mon peuple, qui ont vécu également des expériences de soumission et également d'un point de vue encore plus universel, plus de l'humanité entière, des expériences de cet ordre-là. Qu'est-ce qui va déterminer tout ça? C'est, à quelque part, justement, la fréquence qui émet en moi. C'est-à-dire que si moi j'ai une fréquence de blessés, de victimes, mais cette fréquence de victime, elle va résonner avec quoi? Bien, elle va résonner avec la victime, donc elle va résonner dans mon histoire personnelle avec des expériences de victime. Elle va résonner avec mon histoire familiale avec des expériences de victime. Elle va résonner avec mon histoire de mon peuple avec des expériences de victime. Elle va résonner avec l'humanité dans le même ordre d'idée avec des expériences de victimisation aussi. Donc, on comprend ici que cette conviction d'être une victime fait que moi, je vais me mettre en résonance avec donc une histoire, c'est un peu comme une réalité quelque part que je crée, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire passée dont je viens de vous parler, mais cette histoire passée-là, à mesure que j'essaie d'avancer dans ma vie, elle remonte à ma conscience, puis elle me limite dans ma capacité de regarder mon présent et mon futur. Donc, ça veut donc dire que je me retrouve dans une position où je suis prisonnier d'une certaine façon que j'ai de regarder ma propre réalité. C'est-à-dire que tant et longtemps que je suis convaincu d'être une victime, ben, je vais vivre des expériences de victime qui vont se répéter, 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 parce que je vais raisonner, ma fréquence va résonner à quelque part avec justement cette blessure-là, et elle va se reproduire, se reproduire, se reproduire. C'est souvent ce qu'on appelle la loi de l'attraction, qui amène justement un regard, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai un champ qu'on ne voit pas, qui est un champ subtil. J'ai une somme d'informations qui anime mon champ énergétique, que je ne vois pas nécessairement. Par contre, ce que je vais voir, c'est qu'est-ce que l'univers va me mettre sur mon passage, sur ma route, et qui va me mettre en contact justement avec ce qui se passe en moi. Ça veut dire, par exemple, si moi, je me mets en contact, je ne vois pas quelque part que je suis une victime, ben l'univers, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va me mettre sur mon passage des expériences d'individus qui vont actualiser cette émotion de victime qui est en moi. Et tant et longtemps que je ne serai pas capable d'y faire face à cette expérience de victime, tant et longtemps que je ne serai pas capable d'apprendre à m'affirmer devant la position où j'adopte la position de victime,
ben, je vais revivre toujours la même chose. Donc, vous voyez que l'univers, finalement, a une certaine intelligence. Il me demande, finalement, d'apprendre quelque chose d'une expérience. Alors, si j'étais une victime étant enfant, ben, quelque part, la vie va me mettre sur mon passage des expériences qui vont m'obliger à m'affirmer pour me réapproprier une force, une puissance que j'avais abandonnée parce que justement, qu'en tant qu'enfant, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit d'être cet homme fort-là, par exemple. Alors, vous voyez que c'est important de bien comprendre ça parce que ça veut dire que la vie, ce que la vie me met sur mon passage, est en train de m'enseigner quelque chose. Et cet enseignement-là, finalement, me met dans une position où moi, je dois apprendre justement à accueillir ça comme étant une forme de communication que l'univers essaie d'avoir avec moi pour me dire, Sylvain, tu devrais apprendre donc à assumer quelque part ton sentiment de victime, d'arrêter d'être victime, puis commencer à assumer ton pouvoir d'affirmation qui est en toi, que tu suis, parce que quelque part, c'est ça qui va te mettre dans une position d'alignement avec ton être et qui va te permettre donc de te libérer de ces expériences de limitation que tu as vécues et de te permettre de retrouver ta fréquence, retrouver ta véritable fréquence. Alors, vous voyez que c'est ça qui est important. Alors, si on revient avec cette expérience du coronavirus, ben, c'est certain que d'une façon collective, on est en train de vivre quelque chose de fort, puisque l'univers nous parle collectivement, d'une certaine façon, par rapport à une situation. La situation, c'est qu'il y a donc un coronavirus qui nous met dans une position où nous, à quelque part, on est confronté d'une certaine façon à se réapproprier une forme d'individualisation par rapport à ça. Parce que le coronavirus, finalement, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est qu'on ne le voit pas, qu'il n'y a pas tellement, actuellement, il n'y a pas tellement de solutions. Alors, on doit, nous, en tant qu'individus, se réapproprier une certaine forme de maîtrise, je dirais, hein, pour renouer contact avec l'idée de dire, ben voilà, moi, ce que j'ai envie, que ce que l'univers est en train de me transmettre, c'est quelque part, apprends à prendre soin de toi, apprends à t'assumer, apprends à développer ton propre pouvoir, apprends justement à trouver des solutions par toi-même. Vous voyez, c'est une forme d'individualisation. C'est intéressant, cette idée de l'individualisation, parce qu'elle m'amène justement à apprendre à reconnaître que j'ai à me faire confiance. Si je reviens avec les éléments les besoins, je parlais de la loi de la survie tout à l'heure, puis je vais parler des besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins d'estime et les besoins de reconnaissance. Alors, c'est bien évident que ce qu'on est en train de vivre actuellement nous ramène à quelque chose qu'on pourrait dire qui est autre que ça. Ça nous ramène vers ce que j'appellerais l'individualisation, c'est-à-dire me donner la permission d'avoir du pouvoir sur ma propre vie pour faire confiance à ce qui se passe en moi. Et faire confiance à ce qui se passe en moi, c'est très intéressant actuellement pour la simple raison qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. L'ère des réseaux sociaux, c'est une transmission d'informations à la vitesse de la lumière, j'exagère un peu, mais dans lequel on est continuellement en interaction avec l'entourage et avec l'extérieur. On peut être continuellement en interaction avec l'extérieur sans voir personne parce que les réseaux sociaux nous permettent d'être en continuelle interaction. Et cette interaction-là, elle est très riche, elle est très intéressante, mais elle peut devenir un énorme piège parce qu'elle nourrit fondamentalement l'état de nous-mêmes, ce qu'on appelait les besoins d'estime et de reconnaissance, dont on parlait tantôt au niveau de la loi de la survie. C'est-à-dire que ces besoins d'estime et de reconnaissance font qu'on a tendance à faire des regroupements. Les regroupements, c'est faire des groupes, de construire des troupeaux. Hein, on va dire ça comme ceci, de façon un peu vulgaire. Les troupeaux, ben, qu'est-ce que c'est? C'est des gens, quelque part, qui pensent un peu la même chose, mais qui n'ont pas nécessairement réfléchi à ce qu'ils pensent. Par exemple, je vais vous donner un exemple très caricatural et pas très beau, mais comme si on pense au racisme. Mais des fois, on peut être raciste. On n'a jamais réfléchi pourquoi on était raciste, c'est juste qu'on n'aime pas tel type de race, etc. Puis finalement, on va parler dans des réseaux sociaux de gens qui vont avoir la même conviction que nous, sans avoir pris le temps de réfléchir. Puis finalement, ben, on va cultiver quelque part quelque chose qui n'est pas associé à une forme d'alignement à notre être. C'est simplement qu'on exprime quelque part une forme de frustration, de mécontentement ou de colère ou de rage contre une certaine situation, contre une certaine race, etc. Et tout ça, effectivement, va contribuer quoi? Mais va contribuer justement à nous mettre dans une position que moi j'appelle d'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est quoi? C'est la faute du coronavirus. C'est la faute de telle race. C'est la faute de telle personne. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon père. C'est la faute de mon patron. C'est la faute de ma compagne, de mon compagnon, de mes enfants. C'est la faute de quelque part de la température. C'est la faute de plein de choses. Alors, en se mettant dans une position d'irresponsabilité, ben, quelque part, on devient complètement aveugle par rapport à ce que la loi de l'attraction veut nous enseigner. La loi de l'attraction nous ramène justement à cette notion de responsabilité, puis elle nous enseigne à quelque part de nous dire, ben, regarde Sylvain,
regarde quelque part ce que je te mets sur ton passage, puis apprends justement à comprendre ce que moi je vais te faire apprendre de ça pour que tu puisses progresser puis évoluer. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Je vais te le refaire revivre, tant et son temps que tu ne le comprendras pas. Donc, vous voyez quelque part que lorsqu'on développe cette notion de responsabilité, on se sort justement automatiquement de cette espèce de dimension figée de notre personnalité qui nous donne l'impression quelque part que, pauvre de moi, je suis vraiment malchanceux. Un pauvre de moi, pauvre de nous, nous sommes vraiment malchanceux. Il y a le coronavirus qui vient de nous tomber sous la tête. On est vraiment malchanceux. Alors, on oublierait sans doute, si on se disait quelque chose comme ça, que le coronavirus a peut-être justement une raison d'être. Cette raison d'être-là est peut-être justement de nous rappeler à quelque part qui nous sommes, de nous rappeler quelque part nos frontières. Les coronavirus, ça touche les frontières, ça touche le système immunitaire. Donc, qu'est-ce que sont mes frontières? Quand on a un système de réseaux sociaux comme on l'a établi avec l'Internet, Facebook et tout ce que vous voulez, on est continuellement en interaction avec l'extérieur. On n'est plus du tout un système fermé. On n'est plus capable, d'une certaine façon, de se protéger parce qu'on est omnibulé par de l'information constante et permanente. Et cette information, qu'est-ce qu'elle génère en nous? Elle génère, elle répond, elle éveille en nous des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins sociaux, des besoins d'estime, des besoins de reconnaissance. Elle éveille simplement tous ces sens, à quelque part, qui sont associés à une dimension humaine primitive, qui est reliée donc à la loi de la survie, et qui nous ramène constamment à ce désir, à quelque part, de bâtir une société qui répond à une certaine forme de vision, quelque part, comment je dirais, de regroupement, quelque part, de troupeau, qui ne réfléchit pas nécessairement, mais qui cherche simplement donc à préserver, on pourrait dire ça comme ceci, leur ego, leur individualité, dans leurs croyances, dans leurs besoins, dans leurs quêtes, etc., sans justement chercher à établir une relation de collaboration. Parce que pour moi, l'individualisation d'un être humain permet justement d'envisager la collaboration parce qu'un individu n'est pas obligé de collaborer. Et s'il décide de collaborer, c'est parce qu'il en a envie. Et que quelque part, le nouvel élan social que l'humanité est en train de vivre actuellement est certainement une occasion pour nous tous de se dire, ben tiens, moi j'aurais envie de m'individualiser, donc de réfléchir, de penser, de devenir effectivement un être plus conscient. Et j'ai envie que, parce que je suis plus conscient, j'ai envie de collaborer avec d'autres êtres humains qui sont plus conscients pour m'amener justement à amener une transformation à prendre forme dans la société. Et c'est là, évidemment, qu'on va parler d'une élévation de la fréquence. C'est là qu'on va commencer à comprendre qu'on devient créateur de notre vie parce qu'on n'est plus en train de programmer quelque chose en tenant compte de nos propres blessures intérieures qui sont associées donc à une histoire de vie, mais qui sont associées également à notre histoire familiale ou à des mémoires d'autres vies. Mais on commence à prendre conscience qu'on peut être créateur. Et créateur, ça veut donc dire de tout foutre en l'air, ce passé-là, pour accéder à quelque chose qui nous ramène à nous dire, ben moi, ce que je veux de ma vie, c'est un bonheur à lequel je crois, qui fait que je deviens un individu à part entière et qui fait que je suis capable de tendre la main vers d'autres êtres humains qui vont avoir une pensée commune à la mienne pour pouvoir construire quelque part une façon de concevoir la vie qui ne soit plus celle qui a été conçue jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un grand pourcentage d'humains sur Terre présentement, on parle d'une quarantaine de pourcents, quelque chose comme ça, qui se questionnent à savoir, ben moi, je ne me sens plus en phase avec ce que l'humanité me propose actuellement. Ce que la société me propose présentement, je ne suis pas en phase avec. Alors, si je ne suis pas en phase avec, ben avec quoi je suis en phase? Et avec quoi je suis en phase, de quelle façon je peux le générer, de quelle façon je peux le créer. Alors, je ne suis pas en train de m'adresser à des victimes quand je parle comme ça, je suis en train de m'adresser à des gens qui comprennent que leur fréquence à eux, à quelque part, est une forme de lumière qui peut amener l'humanité à amener une transformation. Mais le seul moyen d'être capable d'amener cette lumière-là pour la transformation, c'est d'assumer notre propre lumière, d'assumer notre propre couleur, d'assumer notre propre fréquence et de se donner l'autorisation justement d'y croire suffisamment pour être capable de nous amener ailleurs. Et c'est ça un peu que je pense que le coronavirus nous invite à faire. Évidemment, ce n'est pas la maladie comme telle qui nous invite à faire ça, mais l'expression de cette maladie-là m'oblige, moi, peut-être à me rendre compte finalement que la société, quelque part, est pleine de perturbations, il y a plein de problèmes, socialement parlant, dans le système qui a été conçu, et qu'il est peut-être le temps pour nous de se réapproprier notre individualité pour cesser simplement d'être la victime ou cesser d'être dans notre peur, de générer quelque part des peurs qui sont directement associées à notre histoire passée. Par exemple, si je suis convaincu des gouvernements quelque part qui manipulent, etc., c'est peut-être vrai, mais ça fait quoi pour moi de pouvoir justement reconnaître ça? Si j'ai envie de reconnaître ça, c'est quoi la solution
qui va faire que moi, je vais y trouver une expression individuelle de ma propre personne qui va me faire envie de pouvoir développer une communauté, une pensée de communauté avec d'autres êtres humains qui vont m'amener à faire des changements. Alors, c'est ça, quelque part, qui est la question fondamentale. De quelle façon que je peux participer à une société meilleure plutôt que de simplement rester dans des peurs, dans des craintes, dans des appréhensions et de nourrir ces peurs-là, ces craintes-là, sans jamais rien faire de concret, de tangible. Je pense que c'est ça qui est vraiment la question fondamentale qu'on doit se poser lorsqu'on cherche justement à élever nos fréquences. C'est que nos fréquences ne peuvent s'élever que si on apprend justement à être un individu à part entière et qu'on devient responsable et qu'on commence justement à se rendre compte qu'on est un être de lumière et que cet être de lumière doit porter à quelque part sa propre lumière pour amener une transformation sociale à tous les niveaux de l'être. Et je pense que c'est ça qui est vraiment l'élément fondamental que j'avais envie donc de vous partager à ce sujet-là. Alors évidemment, donc, dans cette idée de l'élévation de la fréquence, de quelle façon qu'on peut se positionner par rapport à cette façon d'élever notre fréquence? Par exemple, si on regarde, par exemple, moi je suis un thérapeute intuitif, si je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais regarder, par exemple, son corps physique et je vais regarder qu'autour de son corps physique, il y a un genre de champ d'énergie autour de lui. Alors, si je prends le temps d'observer ce champ énergétique-là, ce que je vais comprendre, c'est que ce champ énergétique-là émet une certaine forme de lumière. Et cette lumière-là va m'indiquer des zones de faiblesse chez cette personne-là et des zones de force. Et sans dire que cette personne est malade ou elle est en santé, je vais pouvoir identifier les zones de faiblesse et les zones de force qui sont en elle. C'est-à-dire que dans le moment présent, je vais pouvoir dire à cette personne-là qu'il y a des zones de faiblesse et des zones de force sont chez elle, et que si elle reste comme ça, bien, quelque part, les zones de faiblesse vont simplement s'affaiblir, et que si, évidemment, elle commence à faire un travail sur elle-même, bien, elle risque d'augmenter la puissance, la vitalité de ces zones de faiblesse-là, donc elles vont devenir donc plus intenses, plus fortes, et ça va permettre donc d'augmenter le potentiel de santé de cette personne-là. Donc, conclusion, élever sa fréquence, ça veut donc dire prendre soin de soi pour reconnaître effectivement que mon corps physique est animé de cellules et que ces cellules, à quelque part, absorbent et rémettent de la lumière et que cette capacité que j'ai d'émettre de la lumière, ben, je dois en prendre soin. Et pour en prendre soin, bien évidemment, c'est d'être conscient que quand il y a des zones de faiblesse dans mon corps, ben, la luminescence de ces régions-là sont amoindries et que dans ce sens-là, bien évidemment, la pleine conscience intuitive, entre autres, hein, puis il y a d'autres façons, quand on va aborder des moyens très tangibles et très accessibles dans peu de temps, on peut donc faire des voyages à l'intérieur de soi pour découvrir justement ces zones de faiblesse-là et chercher à faire en sorte qu'elles puissent être de plus en plus rayonnantes, de plus en plus équilibrées, de plus en plus harmonieuses. Donc, vous voyez, ça, c'est un moyen très concret qui peut nous amener justement à augmenter notre niveau de fréquence par rapport à notre corps physique et notre corps énergétique. Et évidemment, faire du sport, faire des activités physiques, c'est une belle façon aussi de chercher à augmenter notre qualité, notre fréquence, d'élever notre fréquence par rapport à notre corps physique. Bien sûr que s'alimenter va en être un autre. Bien sûr, bien s'alimenter, c'est un élément vraiment fort important. Bien prendre soin de son corps, prendre soin de son corps pour se sentir bien, en harmonie avec soi, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de soi, porter des vêtements qui sont en accord avec nous. Bon, tout ça vont tous être des éléments qui vont contribuer à nous élever notre fréquence par rapport à notre corps physique et notre champ énergétique. Puis, évidemment, si on commence à regarder d'un point de vue plus psycho-émotionnel, mais c'est certain, quelque part, que quand moi, j'observe le champ énergétique d'une personne, que je vois son corps physique et je vois son champ énergétique autour d'elle, et que je regarde plus la dimension psycho-émotionnelle, qu'est-ce que je vais y découvrir? Ce sont des mémoires. J'en ai parlé un petit peu, hein, les mémoires qui vont être associées donc à l'histoire de la vie de la personne, c'est-à-dire je peux voir des mémoires émotionnelles de la personne à l'âge de 8 ans qui s'est sentie victime, qui s'est sentie rejetée, etc. Et évidemment, cette blessure émotionnelle-là, qu'est-ce que ça reflète? C'est que cette blessure-là fait que l'individu a une cicatrice à l'intérieur de lui, en fait. Et cette cicatrice-là fait que la blessure qu'il a vécue à l'âge de 8 ans n'est pas guérie, n'est pas soignée, et que, évidemment, cette personne porte cette blessure-là. Et la loi de l'univers, la loi d'attraction, va l'amener à prendre conscience que s'il ne fait pas un travail sur lui, bien, il va revivre la blessure d'une façon assez fréquente parce qu'il n'aura pas pris le temps de cicatriser la blessure qui est en lui. Donc, vous voyez que à travers ce que je viens de vous donner comme information, bien évidemment, on comprend que augmenter sa fréquence au niveau par rapport à la santé psycho-émotionnelle, c'est commencer à prendre conscience qu'on porte en l'état de nous-mêmes des blessures. Ces blessures sont associées à mon histoire personnelle, mais elles peuvent être associées à mon histoire familiale. Elles peuvent être associées donc également à mon histoire
de peuple, de collectivité, ou à mon humanité, en fait, tout entière. Donc, je peux être porteur d'informations qui appartiennent justement à la collectivité aussi. Et que tout ça, évidemment, m'oblige à poser un regard sur moi, me disant, mais tiens, de quelle façon que moi, je peux voyager en moi pour prendre conscience qu'il y a en moi des mémoires émotionnelles qui sont là et qui drainent de l'énergie, qui m'empêchent d'être dans mon alignement, qui m'empêchent d'être dans un état d'équilibre. Alors, vous comprendrez que ça implique, évidemment, encore une fois, un travail qui peut être similaire à la pleine conscience intuitive, dans lequel mes voyages que je vais effectuer en moi vont me permettre de constater qu'en moi, j'ai des mémoires qui sont là, qui viennent donc m'empêcher d'être en accord et en harmonie avec moi, et que le fait de devenir conscient de leur présence, de leur charge émotionnelle, d'apprendre justement à les déprogrammer, à les soigner, ben, va m'amener donc à renouer contact avec une forme de plus grande puissance et vitalité en moi, dans lequel je me sentais plus en état d'équilibre et d'alignement avec ma personne. Donc, vous voyez que c'est ça qui est vraiment fondamental également dans l'idée de la santé psycho-émotionnelle que chacun de nous possédons. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux simplement être victime de la vie, ou je peux devenir conscient que ce que la vie me transmet comme message, ben, quelque part, ça vient éveiller en moi des émotions, des blessures, que je dois poser un regard dessus pour m'harmoniser à chacune d'elles, pour ne plus être obligé de revivre la souffrance que j'avais vécue précédemment. Donc, vous voyez que c'est ça un peu que je vous dirais concernant la santé psycho-émotionnelle. Il y a évidemment aussi les relations amoureuses et familiales, les relations amicales et amoureuses, excusez-moi, qu'on va retrouver dans le champ énergétique, c'est-à-dire que je peux regarder une personne, son corps physique, son champ énergétique autour d'elle, et constater que dans son corps, dans son champ énergétique, il y a des informations qui sont associées à des présences de d'autres individus. C'est-à-dire que, par exemple, je peux voir dans une personne, dans son champ énergétique, sa mère, ou son père, ou son amoureux, ou son amoureuse, ou son enfant, etc. Et évidemment, c'est bien important de comprendre ici que quand je vous parle de ça, je ne suis pas en train de vous dire que, par exemple, ma compagne est dans mon propre champ énergétique et est en train de me bouffer, énergétiquement parlant. Okay? C'est plutôt de dire, je prends conscience que je porte en moi la représentation de ma compagne, par exemple, et que cette représentation de ma compagne, ben, je lui ai donné peut-être trop de place, je lui ai donné trop d'importance, et j'ai donc une responsabilité à me réapproprier le droit d'exister par rapport à cette énergie-là qui est en moi. Et le fait de faire ça va générer en moi un comportement différent avec ma compagne dans mon terrestre, qui ne veut pas dire que je vais être moins sympathique avec elle, quoi que ce soit. Ça veut juste dire quelque part que je vais développer un comportement plus conscient, plus responsable de ma propre personne envers moi-même, puis envers mon partenaire, et je vais peut-être avoir envie de lui partager justement ces prises de conscience que j'ai faites pour amener une relation qui soit la plus saine possible. Donc, vous comprendrez ici que quand on parle d'augmenter sa fréquence et qu'on comprend quelque part que les relations amicales amoureuses peuvent effectivement nous empêcher des fois d'élever notre fréquence parce qu'il peut y avoir des relations qui sont problématiques, on doit comprendre évidemment que ces relations qui sont problématiques, elles sont là pourquoi? Elles sont là parce que moi, je suis en relation avec elles. Si quelqu'un est problématique dans ma vie et que ça fait 20 ans que je suis avec cette personne-là, et que ça fait 20 ans que c'est problématique, ben, je ne peux pas juste dire, cette personne-là, elle est responsable de mon malheur. Ben non, je peux juste dire, mais ça fait 20 ans que j'accepte, que je tolère une relation qui n'est pas acceptable pour moi et je prends conscience aujourd'hui que ça ne l'est pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que j'en prends conscience aujourd'hui, je vais donc faire des actions, des changements pour ne plus subir cette relation-là. Donc, vous comprendrez ici que toute la notion de responsabilité qui est vraiment fondamentale dans cette idée que si je veux renouer contact avec une fréquence plus élevée, ben je dois prendre conscience que je porte en moi des mauvaises habitudes au niveau énergétique et physique qui peuvent en générer donc des problèmes de santé. J'ai des mauvaises habitudes que je peux générer au niveau psychologique et émotionnel, des mauvaises pensées, des pensées, des émotions négatives, etc., qui peuvent affaiblir mon champ énergétique. Je peux avoir également des mauvaises relations que je peux générer consciemment ou inconsciemment, hein, d'une façon qui vont faire que ces relations vont devenir justement des obstacles à mon évolution, à mon cheminement. Et c'est certain qu'encore là, la pleine conscience intuitive va être un bel élément pour nous amener à travailler là-dessus, pour faire la paix avec les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Ça veut donc dire évidemment qu'on n'a pas à responsabiliser, pointer le doigt, c'est de ta faute. On doit prendre conscience qu'on est responsable. Mais parce que je suis responsable de ça, ça peut évidemment m'amener à générer des réactions, des actions qui vont faire que la personne qui est devant moi, ben, je vais peut-être prendre une distance, je ne sais quoi,
mais ça va être étroitement relié au fait que moi, je prends conscience que je suis responsable. Ce n'est pas l'autre personne qui est responsable, c'est moi qui ai accepté des choses qui n'étaient pas acceptables et je prends conscience que ça ne l'est plus aujourd'hui, que je ne le referai plus. C'est ce qui va m'amener à faire des actions à ce moment-là pour amener des changements importants dans ma façon d'envisager les relations amicales et amoureuses. Il y a la vie familiale, bien sûr, les parents, les enfants, etc. C'est la même chose. Dans le champ énergétique, on peut être porteur d'informations qui sont associées à nos enfants, par exemple. Par exemple, des enfants, ben, quelque part, ça peut nous amener à nous connecter avec des aspects de nous quand on est enfant. Par exemple, j'ai un petit garçon. Le petit garçon, il m'énerve parce qu'à quelque part, il me met en contact avec le côté peureux que j'étais quand j'étais enfant. Et parce que ça m'énerve, ben, je me mets toujours à l'engueuler. Alors, vous voyez que ça, c'est une situation où mes fréquences, je ne suis pas en harmonie avec moi, je ne suis pas dans une position d'alignement avec moi-même, je suis en réaction avec l'enfant. Et c'est souvent ça qui se passe dans notre vie. On est souvent en réaction à quelque chose. C'est pour ça que le coronavirus est une belle expérience pour chacun d'entre nous, parce que c'est une belle façon de nous confronter à la façon que l'on a de gérer quelque chose de l'extérieur, de quelle façon que nous, on peut en générer quelque chose de positif et d'évolutif. Et ça, quelque part qu'on va arriver, à mesure que la conférence va avancer, on va arriver dans cette direction-là progressivement. Il y a également la vie professionnelle et la vie financière qui va aussi être des éléments intéressants pour évaluer notre niveau de fréquence. Hein. Est-ce que ma vie professionnelle elle est adéquate? Est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce que je me sens en paix, en harmonie avec elle? Est-ce que je suis heureux là-dedans? Est-ce que ça m'énergise, ça me nourrit, ça me vitalise? Hein, comme dans tous les thèmes que je viens de nommer, hein, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça me fait vibrer? Hein? Ma santé, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ma santé psycho-émotionnelle me fait vibrer? Est-ce que mes relations amicales et amoureuses me font vibrer? Est-ce que ma vie familiale me fait vibrer? Est-ce que ma vie professionnelle me fait vibrer? Est-ce que ma dimension financière me fait vibrer? Ça veut dire quoi vibrer? Ça veut dire quelque part que je sens que ça m'apporte de l'énergie, que je sens un appel, une envie, un élan quelque part pour m'amener à aller plus loin dans ces diverses voies-là. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que justement je m'appauvris. C'est-à-dire que je ne sens pas l'élan. Donc, à quelque part, je suis dans une position où je sens des efforts pour pouvoir actualiser ce que je suis dans chacun de ces secteurs-là. Évidemment, ça peut être un indice, justement, un reflet du fait que mes fréquences sont abaissées et non pas nourries, à quelque part, élevées, finalement. Donc, si on revient avec la vie professionnelle et financière, bien évidemment, on sait qu'on est des patrons, on est des collègues, on a plein de choses comme ça qui font qu'on est en interaction avec les gens. Ces interactions-là, évidemment, peuvent être nourricières, tout comme elles peuvent être bouffantes. Hein. Elles peuvent nous bouffer notre énergie, nous dévitaliser. La dimension financière, même chose. On sait qu'il y a plein d'exigences face à la dimension financière à laquelle on fait tous face. Et évidemment, ça aussi, ça peut devenir effectivement difficile à assumer à quelque part cette réalité-là. Alors évidemment, tout ça nous relie justement, encore une fois, avec cette vision de verticalité. Est-ce que moi, je suis dans une position de verticalité par rapport à chacun de ces aspects-là? C'est-à-dire que ça veut donc dire, est-ce que je suis réaliste? Est-ce que je suis réaliste par rapport à ma dimension financière? Est-ce que je suis réaliste par rapport à ma relation professionnelle avec mon patron, avec mes collègues? Ça veut dire, est-ce que je suis capable de réagir adéquatement par rapport aux situations qui se trouvent devant moi? Ou est-ce qu'au contraire, je cherche à m'égarer de ces situations-là, à fuir la réalité de ces situations-là? Alors, vous voyez, ça, c'est un autre élément important auquel on peut réfléchir, qui peut nous amener donc à bien comprendre à quelque part de quelle façon on baisse nos fréquences dans ces situations-là, de quelle façon qu'on pourrait renouer contact avec l'augmentation de nos fréquences. Parce que renouer contact avec notre augmentation de nos fréquences, c'est de regarder une situation et de trouver une solution adéquate par rapport à la situation en question. C'est-à-dire de ne pas fuir, de ne pas essayer de s'inventer des trucs, de simplement regarder les faits qui sont là et de dire qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à cette situation-là pour renouer contact avec une augmentation, une excitation, un rayonnement plus fort, plus grand de ma propre personne. Alors ça, ce serait un élément important. Le dernier, peut-être, il y a deux derniers, en fin de compte, éléments qui peuvent être intéressants, sur quoi on peut réfléchir sur cette idée d'élever nos fréquences ou pas, c'est le lieu de vie. Est-ce que mon lieu de vie, je suis bien dedans? Est-ce qu'il me rayonne? Est-ce qu'il me fait vibrer? Wow, je trouve beau cet endroit-là, j'aime ça où est-ce que je suis? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens dans une position où je suis appauvri, où j'aime pas le lieu, je me sens un peu à l'étroit, ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez que, encore une fois, le lieu de vie va être un élément justement qui va nous indiquer à quelque part si nos fréquences sont nourries ou pas. C'est-à-dire nos fréquences, c'est-à-dire mon être-té, hein, mon essence fondamentale. Alors ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Et le dernier point, c'est dans la collectivité, dans l'humanité, hein, dans le milieu dans lequel je suis. Est-ce que je me trouve entouré
d'une collectivité qui va me nourrir, qui va m'émettre une forme de fréquence. Si ce n'est pas le cas, de quelle façon que moi-même je peux rayonner pour me retrouver dans une communauté qui va me ressembler, qui va m'amener justement un sentiment d'abondance. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut aussi envisager, réfléchir, pour comprendre quelque part qu'on a donc un certain regard à porter sur soi par rapport à cette notion d'élever sa fréquence, pour se rendre compte que dans tous ces domaines-là que j'ai nommés, on peut effectivement être une victime dans l'un ou l'autre de ces secteurs-là. Hein, par exemple, je suis vraiment malchanceux, j'ai la grippe, j'ai toujours la grippe, par exemple. On pourrait se questionner, mais pourquoi j'ai toujours la grippe? C'est quoi que mon corps souhaite me transmettre à travers ça? Santé psycho-émotionnelle, je suis toujours déprimé. Ah, mais c'est quoi le sens de ça? Hein, c'est prendre une position de témoin, prendre un petit peu une position d'envol, de survol, prendre de la hauteur pour comprendre quelque part, mais peut-être que mon corps souhaite me communiquer quelque chose. Dans mes relations amicales et amoureuses, je revis toujours la même chose. Mais peut-être qu'il y a une raison à ça aussi. Dans ma vie familiale, j'ai peut-être effectivement un sentiment d'être prisonnier dans ma vie familiale. Bien, peut-être que je peux aussi prendre une position de hauteur pour me dire, mais comment ça se fait que je me sens prisonnier? Puis qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas me sentir prisonnier? Hein, pour arriver à me sentir plus dégagé. Vous voyez, c'est devenir créateur. C'est plus être une victime. Parce que la victime, finalement, se retrouve dans une position où elle subit les choses. Dans le lieu de vie, bien, quelque part, là aussi, on peut être créateur. On peut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que mon lieu de vie soit plus agréable, plus en harmonie avec moi? Et par rapport à la collectivité et l'histoire de l'humanité, bien, quelque part, de quelle façon que moi, je peux m'individualiser dans cette collectivité et cette humanité-là pour mieux répondre à ce que je suis et de quelle façon que je peux mieux contribuer aussi à cette société-là. Alors, je donne souvent l'exemple du film Demain. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ce film-là. C'est un film qui présente des gens qui arrivent avec des solutions par rapport à divers problèmes qu'on retrouve dans la société, dans le monde. C'est très intéressant parce que là, on comprend bien ce que ça veut dire justement que retrouver cette position de verticalité dans laquelle je me dis, ben moi, je suis un être humain, je suis en accord avec qui je suis, puis j'ai envie, à quelque part, d'apporter à la société des valeurs ou des façons de voir différentes qui vont amener donc progressivement une transformation dans le monde. Ce sont des gens un peu comme des messagers qui arrivent avec leur lumière et qui incarnent leur lumière puis qui proposent des solutions sans attendre que la collectivité les suive. C'est-à-dire qu'eux trouvent une solution, ils vont peut-être se retrouver avec des gens qui ont des pensées communes aux leurs, mais ils vont le faire à leur façon, par leur manière, à l'intérieur d'une certaine communauté qui peut être limitée. Mais pour eux, le plus important, c'est de faire quelque chose. Et je pense que quand on parle d'élever notre fréquence et de devenir créateur de notre vie, ben, on doit quelque part abandonner le passé, abandonner l'histoire du passé, tant histoire personnelle que histoire collective, hein, et commencer à se dire, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour amener à quelque part une énergie positive, évolutive sur la planète Terre? Alors, je pense que c'est là la question qu'on doit se poser. Est-ce que je nourris, moi, des choses du passé? Par exemple, je vais revenir avec le gouvernement mondial. Cette idée qu'il y a un gouvernement mondial qui serait là, etc. C'est intéressant, c'est une hypothèse qui peut avoir du sens. Je ne suis pas en train de contester ça. Ce que je suis en train de contester, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir envie, sans s'en rendre compte, hein, de devenir complètement prisonniers de cette peur-là, la peur d'être dominé par un gouvernement mondial, et ils vont comme nourrir ça en visionnant plein de choses, en donnant des spécialistes de ça. Puis en même temps, je vais leur dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour générer quelque chose de positif de cette compréhension-là que tu as de l'univers? Alors, si tu peux en faire quelque chose, ça veut donc dire que toi, tu vas te mettre en résonance avec ta fréquence et tu vas générer quelque chose dans lequel tu vas rayonner. Tu vas rayonner de la lumière. Parce que quand tu parles de gouvernement ou dans lequel on va être dominé, etc., on n'est pas dans notre lumière. On est en train de s'assombrir. On est en train de perdre connexion avec sa propre lumière. Excusez-moi, c'est une petite pause pour m'irriguer un peu. Donc, vous voyez que plus je prends conscience que moi, j'ai donc un rôle à jouer en tant qu'être humain pour générer quelque chose de positif dans l'humanité, plus je reconnais quelque part mes fréquences, j'en suis responsable, et que je peux générer quelque chose de rayonnant, de lumineux. Plus j'assombris à quelque part, plus je cultive, je dirais ça comme ceci, des pensées négatives, des pensées qui sont associées à la peur, des éléments quelque part qui m'éloignent effectivement de la lumière, mais plus quelque part je contribue à baisser ma fréquence, mais aussi à abaisser la fréquence des autres. C'est là qu'on comprend quelque part qu'on est dans une trame, hein, que l'humanité est dans une trame. Tantôt, je parlais de champ énergétique. Il faut comprendre que la collectivité, quelque part, on est tous des êtres humains faits de chair et d'os, mais que tous ces êtres humains faits de chair et d'os rayonnent une certaine énergie, et que cette énergie-là, quelque part, ben, nous relie tous à quelque chose de plus vaste et de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand et de plus vaste,
C'est en fait comme une genre de trame, une espèce de trame psychique très, très complexe, qui fait qu'on est en interrelation et en intercommunication. Et que plus on va générer des peurs et des angoisses et tout ce qu'on veut, plus à quelque part on contribue à nourrir ce qu'on pourrait appeler la trame du passé. La trame psychique du passé, c'est la trame où la collectivité humaine, ben, elle a peur, elle a peur depuis très très longtemps. Elle a des appréhensions depuis très très longtemps. On se ramène à quelque part à des visions ancestrales qui sont associées donc à notre cerveau reptilien et limbique, à des cerveaux qui sont beaucoup plus anciens, qui sont beaucoup plus reliés à une incapacité justement à envisager, ce qu'on pourrait appeler ça comme ceci, un monde meilleur. Et je pense, moi personnellement, que ce qui se passe avec le coronavirus nous amène vers une nouvelle vision de l'être humain, une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité-là, quelque part, les neurosciences commencent à l'identifier. C'est ce que j'appelle cette capacité de développer notre cerveau frontal. Notre cerveau frontal, on a constaté entre autres que dans la méditation, il y avait une activité plus importante du cerveau frontal. Et ils ont constaté que cette activité plus importante-là était étroitement reliée à des gens qui développent, si on peut dire ça comme ceci, une plus grande paix intérieure, un plus grand sentiment d'harmonie, ils ont plus de compassion, ils ont plus de bienveillance, ils sont plus capables de comprendre les autres. Il y a quelque chose de très humain qui est en train de prendre forme. Et quand on commence à comprendre quelque part que ce nouveau développement-là du cerveau, qu'on est capable d'identifier à travers les neurosciences, entre autres, il y a des mesures qui sont faites à travers tout ça, ben, nous amène à se dire, mais finalement, on est en train de toucher un nouveau monde, un nouveau niveau de fréquence, je dirais, de l'humanité. Et cette fréquence-là, il nous oblige à devoir, effectivement, pratiquer la méditation. Je ne suis pas là pour vendre la méditation, parce qu'il y a pour moi plusieurs façons de méditer. Mais l'idée de la méditation, c'est quoi? C'est un retour vers soi. Ce retour vers soi nous ramène à nous rappeler quelque part que si on veut justement développer un pouvoir sur notre vie, le seul moyen pour nous de le faire, c'est de nous faire confiance davantage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire. Depuis le début des temps, l'être humain a appris à quelque part, donc à travers des difficultés à répondre à ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins sociaux, ses besoins d'estime, de reconnaissance, comme je l'ai parlé déjà tantôt. Et là, je pense qu'on est rendu à une étape où on a besoin de renouer contact avec son individualisation pour reconnaître que l'individu que nous sommes comme une antenne qui est reliée à la Terre et qui est reliée au ciel. Et que nous sommes un canal d'énergie qui permet à l'énergie de la Terre et celle du ciel de circuler en soi. Et qu'à travers cette circulation-là, il y a une forme d'expansion de conscience qui s'effectue. Et cette expansion de conscience, inévitablement, nous amène à cette élévation de fréquence, nous ramène à cette position où on reconnaît quelque part qu'on est des êtres créateurs, et ces êtres créateurs ont le pouvoir, dans le moment présent, dans l'instant présent, de créer un monde meilleur. Et ce monde meilleur-là, quelque part, bien évidemment, les recherches des neurosciences nous mettent en évidence qu'elles vont se faire à travers le développement du cerveau frontal. Donc, c'est très intéressant déjà de se rendre compte de ça. Et comment peut-on développer ce cerveau-là frontal? Bien évidemment, je vais vous proposer des petites techniques toutes simples. Il y a l'enracinement. La pratique de l'enracinement qui est une technique qui est proposée dans la pleine conscience intuitive, mais qui est proposée dans toutes les grandes démarches de guérison en général, pour la simple raison que, d'un point de vue chamanique, ils reconnaissaient, les chamans, qu'il était important de se connecter avec la Terre et de se connecter au ciel. Aujourd'hui, on sait que la Terre produit un champ électromagnétique, le champ Schumann, et que le ciel produit donc une énergie cosmique. Et entre autres, il y a le physicien Pop qui a mis en évidence que le Soleil émettait de la lumière, des photons, des particules de lumière, et que ces particules de lumière sont absorbées et réémises par les cellules, créant donc un genre de champ d'énergie qu'on appelle l'aura, d'une façon plus traditionnelle. Donc, on comprend ici que la physique quantique, les neurosciences nous amènent vraiment à développer un nouveau modèle de la conscience qui nous donne l'opportunité, à nous en tant qu'êtres humains, de commencer à s'ouvrir progressivement à une nouvelle façon de concevoir notre relation avec le monde. Et on commence donc à développer, à travers donc ces prises de conscience-là, cette capacité de poser un regard à l'être de l'humain pour faire confiance à l'humanité qui est en nous, l'humanité qui est en nous, qui nous relie à quelque chose de plus grand que soi, qui est une forme d'universalité. Je dirais, c'est un peu comme se remettre en relation avec le bon Dieu, pourrait-on dire ça comme ça, et que ce bon Dieu-là nous permet donc de commencer à se rendre compte effectivement qu'on est plus grand que ce qu'on pensait que l'on l'était. Et je pense qu'actuellement, c'est ça quelque part qui est le processus dans lequel nous sommes, c'est de devenir conscient de cette nouvelle humanité qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de se
développer. Donc, l'enracinement est une belle technique que je vous inviterai, évidemment, si vous avez envie de pratiquer. Vous avez l'opportunité de pouvoir vous inscrire au module 1 des enseignements que je donne, qui est un enseignement gratuit. Donc, vous allez simplement vous inscrire, vous allez recevoir donc le module à travers quelques leçons, et dans lequel vous allez avoir deux enracinements proposés, un enracinement plus long et un enracinement plus court. Et je vous invite à pratiquer ça pendant 7 jours et voir ce que ça vous fait. Déjà, ça serait une façon intéressante de développer une relation avec vous-même différente que celle que vous avez connue jusqu'à maintenant et qui permettrait sans doute de développer ce chakra frontal-là, ce cerveau frontal-là plutôt. Hein. Ensuite, il y a une technique toute simple qui a été développée par HeartMath, qui est une compagnie américaine qui a fait des recherches justement sur la cohérence cardiaque. Alors, évidemment, il y a des techniques respiratoires que vous pouvez trouver sur le YouTube, dans lesquelles vous faites exercice cohérence cardiaque. Vous allez trouver des exercices assez simples dans lesquels on vous montre comment respirer avec une certaine fréquence et un certain rythme. Donc, je vous invite à aller explorer ça si ça vous dit, c'est très intéressant aussi. Moi, je vais vous proposer un exercice tout simple. C'est après s'être enraciné, souvent, c'est le fait qu'on se relie à la terre ou au ciel. On développe un soleil rayonnant lumineux dans notre cœur. Et souvent, qu'est-ce qui peut être intéressant à ce moment-là? C'est qu'on va simplement donc respirer dans notre cœur. On va respirer avec une pensée. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un problème financier. Je pourrais simplement respirer dans le problème financier qui est en moi et voir qu'est-ce qui se passe encore pendant 5 minutes. Ça pourrait être une façon intéressante. Et il est observé par cette compagnie américaine que simplement respirer dans notre cœur contribuait à favoriser la cohérence cardiaque, tout comme la respiration. Donc, c'est une autre façon de développer la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de rétablir la connexion entre le cœur et le cerveau. Alors, on sait aujourd'hui, pendant longtemps, on a dit que l'être humain, on définissait l'intelligence en disant cette personne-là a un QI assez élevé. On disait qu'elle avait un quotient intellectuel assez élevé. Ça déterminait qu'elle était intelligente. Aujourd'hui, avec le temps, on s'est rendu compte que cette intelligence associée au QI était une intelligence très cérébrale, très mentale, et que finalement, il y avait une autre intelligence qui s'est développée tout doucement, qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous amène encore une fois au développement du cerveau frontal. C'est-à-dire qu'on prend conscience ici que l'humanité est en train d'évoluer et est en train de tenir compte d'une nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, qui nous fait comprendre quelque part qu'on peut développer de la compassion, de la bienveillance, qu'on peut chercher à collaborer, communiquer, avoir une relation vraie et pure avec les autres êtres humains qui sont autour de soi. On n'est plus dans un désir justement de prendre possession ou de prendre contrôle sur quelqu'un. On a envie de développer une relation où on comprend davantage les autres et on s'adapte davantage aux autres en valorisant quelque part leurs compétences et leurs qualités, puisqu'on comprend qu'en faisant ça, on va parvenir justement à leur transmettre un savoir plus riche et plus vaste. On va leur donner un sentiment qu'ils vont se sentir plus appréciés, plus reconnus. Donc, ils vont nous donner, à quelque part, en échange de la reconnaissance qu'on va leur donner, une plus grande valeur, une plus grande capacité à nous aider, de collaborer avec nous. Donc, vous comprenez quelque part que tout ça, finalement, nous amène vraiment vers un nouvel élan, je dirais, de transformation qui est fort intéressant. Puis, évidemment, la méditation comme telle, hein, il y a plusieurs façons de pratiquer la méditation. Je vous inviterai justement, pour moi, l'enracinement est une forme de méditation. Respirer par le cœur, c'est une forme de méditation aussi. Mais il y a également des méditations, il y a divers types de méditations. Je vous inviterai donc à jeter un coup d'œil là-dedans. Mais l'idée de la méditation, c'est de vivre dans l'instant présent. Tout comme dans l'enracinement d'ailleurs, et le respirer dans le cœur. Mais bon, si vous êtes intéressé, il y a donc des méditations qui pourraient aussi être intéressantes. Et il y a une petite technique toute simple que je peux vous inviter à faire dans un contexte de méditation, c'est se placer à la place de quelqu'un d'autre, avec lequel on a de la difficulté, avec lequel on est en conflit, se placer à la place de quelqu'un d'autre, tout en reconnaissant évidemment qui on est. Hein. C'est se placer, simplement comprendre quelque part pourquoi cette personne-là se comporte de telle façon, telle façon. C'est une façon quelque part de développer une prise de conscience de l'acceptation de la différence. Une personne peut se comporter différemment que moi, mais peut-être qu'elle se comporte différemment de moi parce qu'elle a des bonnes raisons, parce qu'elle a vécu des choses différentes de moi. Alors, comprendre qu'à ce moment-là, on apprend justement à se retrouver dans une position d'alignement et on apprend à reconnaître la position de l'autre dans une position d'alignement aussi. On n'est pas nécessairement ami avec la personne, mais on est capable de la respecter parce que justement, on comprend qu'elle a une autre façon de fonctionner que la nôtre, tout simplement. Donc, ça peut être une autre façon aussi d'amener des réflexions qui amènent justement cette forme d'ouverture envers moi-même, mais envers les autres. Parce que c'est ça, quelque part, pour moi, qui est cette nouvelle forme d'humanité, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'être connectés avec eux-mêmes tout en reconnaissant les autres. Donc, il y a une forme d'équilibre qui s'effectue, qui fait qu'on peut établir des relations dans lesquelles deux êtres humains se rencontrent, puis peuvent établir des zones de partage parce qu'ils reconnaissent qu'eux ont des intérêts, que l'autre personne a des intérêts,
et il peut y avoir des partages qui vont faire que deux êtres humains vont pouvoir entreprendre un chemin en se tenant par la main. Alors, vous voyez, c'est un peu ça, un peu le principe de cette nouvelle humanité qui est en train de prendre forme, selon moi. Donc, si vous voulez bien, quelque part, bien évidemment, l'autre élément qui est très important à comprendre ici, c'est que ce développement du cerveau frontal est associé à quelque chose d'assez important. C'est qu'on a découvert qu'il y a il est possible de créer des nouveaux réseaux neuronaux. Alors, ces nouveaux réseaux neuronaux-là, quelque part, sont directement liés, évidemment, à une nouvelle vision des choses de la vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis dans l'ancien modèle de l'être humain, bien, l'ancien modèle de l'être humain, bien, il y a des réseaux neuronaux qui se sont créés à travers son cheminement de vie, et ces réseaux neuronaux-là ne changeront pas parce que quelque part, il va rester figé dans son expérience de vie, puis il va rester figé dans sa façon de s'adapter aux diverses situations de vie qui vont se présenter à lui, puis il va quelque part se battre avec la vie, en fin de compte. C'est ça on pourrait voir ça comme ça. Alors que celui qui devient créateur, c'est celui qui est capable de créer des nouveaux réseaux neuronaux, parce que justement, il a développé des pensées stimulantes, il a développé des nouveaux comportements qui vibrent avec lui, qui l'excitent, qui le nourrissent, qui l'amènent justement à se rendre compte à quelque part qu'il a envie, lui, de pouvoir finalement s'expansionner, hein, expanser sa conscience. Alors c'est ça, quelque part, qui est très intéressant. Et on a constaté que justement, ces réseaux neuronaux-là, quelque part, ben, on pouvait même amener le développement de neurones, hein, il pouvait se faire, et ces développements de neurones pouvaient se faire parce que justement, on avait, entre autres, le pouvoir de l'imaginaire qui est utilisé. On a des recherches qui ont été faites, qui ont démontré que quelqu'un qui, par exemple, apprend le piano, ben, il peut le faire donc physiquement, mais il peut le faire simplement dans son imaginaire, puis on constatait que l'apprentissage juste dans l'imaginaire amenait des résultats similaires à ceux qui pratiquaient dans la réalité physique au niveau des gammes de piano. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'imaginaire a un rôle important à jouer. Puis ce rôle-là, quelque part, nous amène donc à l'effet placebo. Hein? Alors, tantôt, je parlais de l'effet nocebo. Là, on peut parler de l'effet placebo, qui est un effet, quelque part, qui est très intéressant parce qu'il nous rappelle justement que moi, je peux justement, par ma capacité, par mon intention, par mon pouvoir créateur, par ma capacité justement augmenter mes fréquences, de pouvoir justement croire à ma guérison, de croire de croire fait compte que ce que je fais, finalement, va m'apporter du bien-être, puis m'apporter du bien-être. Hein, l'effet placebo, si on vient à quelque chose de très simple, c'est de se rappeler quelque part qu'un bonbon de sucre, par exemple, que je prends, peut me faire autant de bien que si je prenais un médicament qui est pourtant reconnu médicalement parlant. Pourquoi? Parce que mon pouvoir de la pensée va générer un pouvoir créateur, un pouvoir guérisseur, et c'est ça quelque part qui est l'effet placebo. Et évidemment, ça nous amène donc à comprendre que l'effet placebo, ben, quelque part, quand il est bien utilisé consciemment, peut nous amener donc à créer de nouveaux réseaux neuronaux, qui peut nous amener justement à créer de nouvelles neurones, puis il peut nous amener justement à pouvoir donc développer une nouvelle forme de conscience humaine dans laquelle on prend conscience justement que le pouvoir de l'imaginaire, c'est pas juste d'imaginer les choses, c'est vraiment de devenir créateur de notre vie littéralement. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous exprimer par rapport à ça. L'autre élément que j'avais envie de vous partager, c'est concernant donc comment augmenter sa fréquence. J'ai dit dans la conférence qu'il y avait 5 étapes permettant d'élever notre fréquence et de devenir créateur de notre vie. Et j'avais envie donc de vous partager ces 5 étapes-là, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon de ce que j'avais envie de vous partager. Donc, la première chose, c'est la première étape, finalement, c'est s'élever en fréquence. Vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, s'élever en fréquence, c'est logique. Maintenant, comment fait-on ça? Alors, s'élever en fréquence, on l'a vu, la pratique d'enracinement, respirer dans le cœur, la méditation, sont des moyens de s'élever en fréquence. Il y a des techniques également qui nous permettent de nous élever en fréquence, qui vont être vues dans un cadre d'un enseignement que je vais vous proposer donc dans un deuxième temps, suite à la conférence, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a un programme d'enseignement qui est proposé, vous allez avoir le lien sous la vidéo, et ce programme-là, quelque part, vous donne donc une technique très précise pour élever votre fréquence à volonté, et donc de vous amener justement à prendre de la hauteur. Mais je vous dirais que les techniques qui sont proposées, l'enracinement entre autres, hein, c'est des techniques qui nous amènent justement à développer une position de témoin, et cette position de témoin peut nous amener à développer cette position de hauteur-là, qui va faire que moi, je vais regarder ma vie avec une certaine position de témoin, qui va faire que je vais être capable de m'observer et de comprendre qui je suis, et de me regarder avec une distance pour comprendre quelque part ce que je devrais faire, ce que je suis vraiment. Et là, ça va m'amener justement à l'étape 2, qui est de me retrouver dans une position de positionnement. Alors, la position 1, l'étape 1, c'est la position de verticalité, où je reconnais quelque part que je suis un être lumineux, un être
de lumière, un être de conscience, un être à quelque part avec lequel je reconnais justement que j'ai envie, moi, d'élargir mon champ de conscience pour avoir une observation plus objective de mon être. Je suis capable de me connecter davantage avec ma grandeur. C'est ça un peu s'élever en fréquence. La deuxième étape, c'est qu'à partir du moment que je me lève, que je me reconnais à ma grandeur, ben, je suis capable de me positionner par rapport à elle en reconnaissant qu'est-ce qui me fait vibrer. Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est que moi, je suis là, je regarde devant moi, puis je dis, ah, ben, ce qui me fait vibrer, c'est de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, moi, j'ai envie de mettre en place un plan d'action qui va me permettre de rayonner ce que je suis. Donc, se positionner, c'est ça un peu. C'est être capable de reconnaître ce qui me fait vibrer et de reconnaître le plan d'action qui va venir avec ça. La troisième étape, ça va être de rayonner. Rayonner qui je suis, c'est-à-dire que je reconnais quelque part qu'il y a des choses qui me font vibrer. Maintenant que ça me fait vibrer, j'ai envie de les réaliser. Et parce que j'ai envie de les réaliser, j'ai envie quelque part d'assumer le fait que ça m'excite, le fait que ça me donne de la grandeur, de la valeur. Et ça veut donc dire que je vais rayonner cette vibration-là en assumant ça. En assumant ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais reconnaître que je suis un être, entre guillemets, important. On est tous importants. À des degrés différents, mais on est tous importants, on est tous porteurs d'une lumière. Et la nouvelle société, la nouvelle humanité que nous sommes en train de créer, quelque part, nous rappelle qu'on est tous de cette lumière-là, on est tous porteurs de cette lumière-là. Et rayonner ma vibration, c'est rayonner quelque part qu'est-ce que je suis, moi, dans cette vibration-là, pour être capable de l'incarner et pouvoir justement collaborer avec d'autres êtres humains pour que cette lumière-là puisse émerger d'une façon encore plus importante. Alors, vous voyez que ça, c'est une étape importante. C'est donc d'assumer mon ego. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. On vous dit, mon Dieu, on ne faut pas assumer notre ego. Oui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, pas pour détruire l'autre, pas pour essayer à quelque part de pointer du regard les autres pour dire qu'ils sont moins bons que nous, mais pour assumer simplement notre grandeur. J'assume que ma grandeur, je rencontre quelqu'un qui assume sa grandeur, je peux collaborer avec lui. Quelqu'un qui n'assume pas sa grandeur, il va faire quoi? Il va soit tomber sur l'autre, tomber amoureux par exemple, je donne mon pouvoir à l'autre, ou soit quelque part, je vais me battre avec l'autre. Je me mets dans une position de domination avec l'autre. Et dans ces conditions-là, on n'est pas dans une position où on est en train de rayonner de vibration, on est en train d'essayer de soit la dominer, de dominer l'autre, soit d'être dominé par l'autre, ce qui n'est pas souhaitable. La nouvelle humanité, quelque part, est en train de mettre en évidence cette notion de dire on est tous lumineux, on a tous à rayonner notre propre vibration, et c'est ça, quelque part, qu'on a envie maintenant de faire dorénavant dans notre collectivité. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. La quatrième étape que j'avais envie de vous partager, c'est ce que moi j'appelle la déclaration. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclaration? Je vais vous donner les étapes qui sont associées à ça parce que c'est un exercice à faire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment que j'ai rayonné ma vibration, que j'ai reconnu quelque part que c'était ça, quelque part que j'étais, puis j'avais envie de l'incarner, ben j'arrive à dire, OK, c'est ça que je suis, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie d'incarner. Donc, je fais une déclaration à l'univers. Cette déclaration à l'univers, c'est que je reconnais. Je vais vous donner l'exemple de ça. Je reconnais que depuis 5 ans, je suis soumis à mon entourage parce que j'avais la conviction que tout ce que je faisais était moche. Ça, je reconnais ça. Et je reconnais qu'aujourd'hui, j'en ai marre d'être comme ça parce que je prends conscience à quelque part que c'est pas vrai, hein, que je suis moche et que j'ai envie maintenant, dorénavant, de me donner la chance de commencer à avoir un nouveau comportement. Alors, vous voyez, ça, c'est une reconnaissance, c'est-à-dire, je reconnais, je suis pleinement responsable que ça fait 5 ans que je me comporte comme une victime ou un soumis auprès des gens autour de moi et que cette soumission-là, quelque part, en fait, que j'ai pas reconnu ma grandeur, ma valeur, etc. Mais je reconnais que c'est moi qui est responsable de ça. C'est pas la faute des autres, c'est moi qui est responsable de ça. Alors ça, c'est la première étape, c'est je reconnais. La deuxième étape, c'est je me pardonne. Je me pardonne, ça fait 5 ans que je fais ça, mais je me pardonne parce que quelque part, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais besoin de le faire. Il y avait donc des avantages à me comporter comme ça, et je me pardonne d'avoir fait ça pendant ces 5 années-là. Et ensuite, la gratitude qui va consister à me dire, ben voilà, j'ai de la gratitude d'avoir vécu ces 5 années-là comme cela, parce que ça me fait comprendre aujourd'hui que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça me permet effectivement de pouvoir maintenant envisager ma vie autrement, etc. Donc, la gratitude va consister à remercier ce qui s'est passé pendant cette période de temps-là, des 5 années, par exemple, dans ce cas-ci. Ensuite, il y a la déclaration qui va consister justement à dire « je déclare okay? ». Je déclare, par exemple, que moi, Sylvain Bélanger,
ben, je prends conscience que j'ai plus envie de tel comportement, tel comportement, tel comportement, et que maintenant, je vais agir de telle façon dans telle situation. Alors, la déclaration, c'est effectivement de commencer effectivement à mettre en place une déclaration d'un nouveau comportement, d'une nouvelle façon de concevoir ma vie, une nouvelle façon d'envisager comment je veux être, etc., qui va m'amener vers ce que j'appelle l'engagement. L'engagement, c'est je m'engage à partir de maintenant de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose dans ma vie concrète, dans ma vie pratique, pour justement nourrir quelque part ce que je viens de faire comme déclaration. Donc, vous voyez que rayonner sa vibration, c'est assumer ça, cette vibration-là. Et la déclaration, bien évidemment, ça vient supporter cette assumation de notre fréquence, parce qu'on reconnaît justement qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, et qu'on a envie maintenant de nous comporter différemment. Et c'est ça, quelque part, qui va nous amener vers le changement. Alors, c'est certain que c'est ça qui va nous amener aussi à la création de nouveaux réseaux neuronaux, hein, parce qu'à quelque part, on va briser des habitudes et on va commencer à en construire des nouvelles qui vont nous amener progressivement à nous mettre en accord avec nous-mêmes davantage et à augmenter notre niveau de fréquence d'une façon de plus en plus significative. Puis surtout ici aussi, de devenir créateur de notre vie, parce que cette notion de cette déclaration-là est une déclaration à l'univers où on dit à l'univers quelque part qu'on a pris conscience de choses et qu'on a envie maintenant d'autres choses et qu'on va maintenant chercher à le manifester, à l'appliquer dans notre vie. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on va devoir se faire un petit suivi là-dedans, un genre de petit journal intime qui va nous permettre de pouvoir nous suivre dans ce processus-là également. Ensuite, l'étape qui va suivre, c'est ce que moi j'appelais donc faire confiance à l'univers et créer une communauté. Alors, faire confiance à l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment que je suis dans ma vibration, que j'ai fait cette déclaration-là, je suis dans une position où j'ai émis quelque chose. J'ai envoyé à l'univers un message. Donc, je vais être attentif maintenant à ce que l'univers va me transmettre comme réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de créer des rencontres. Je vais chercher à être attentif aux rencontres qui se présentent à moi. Je vais chercher à voir les événements, les situations qui vont se présenter à moi pour constater quelque part qu'est-ce que l'univers veut me communiquer à partir du moment que moi j'ai émis ces informations-là, que j'assume qui je suis, qu'est-ce que l'univers me donne en échange? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? C'est là, évidemment, que cette étape-là est importante et c'est là que ça peut être intéressant, évidemment, d'avoir une technique comme la pleine conscience intuitive pour s'accompagner à cette démarche-là plutôt que de mal interpréter les choses. Je vous donne un exemple. J'ai décidé d'assumer mon égoïsme et là, finalement, je reçois de l'univers plein de signes comme quoi, quelque part, l'égoïsme que je manifeste, mais il est mal reçu, on me traite d'égoïste, que je ne suis pas correct, etc. Alors évidemment, je pourrais me dire, ben, l'univers ne veut pas que je sois comme ça, donc je vais être autre chose. Et c'est là que ça devient subtil, parce qu'il faut comprendre que quand on change un comportement, moi, je décide de changer de comportement, que je deviens égoïste alors que je n'étais pas égoïste avant, il y a des chances que mon entourage dit « Hey Sylvain, qu'est-ce qui se passe avec toi? Avant, tu étais gentil, tu étais sympathique, tu répondais à nos demandes, maintenant tu es rendu égoïste. Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Ils vont nous laisser croire qu'on est en train de se comporter d'une façon qui n'est pas correcte. Alors, c'est pour ça que c'est important que dans la déclaration, on la fasse pour nous-mêmes, mais aussi on puisse la faire aussi vers d'autres gens. Il y a des gens qui nous témoigneraient quelque chose comme ça, on pourrait leur dire « Regarde, j'ai quelque chose à te dire, toi. Je te fais la déclaration que pendant certains temps, j'ai effectivement été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pendant certains temps, ça m'a épanoui. Mais aujourd'hui, je prends conscience que ça m'a éloigné de qui j'étais vraiment et que j'ai des besoins aujourd'hui, que j'ai besoin de communiquer. Puis je te fais part que ce n'est pas contre toi que je fais ça, hein, c'est pour moi. Par contre, j'ai envie effectivement qu'on reste amis, qu'on reste des bonnes personnes ensemble, d'une bonne relation. Donc j'ai envie quelque part de voir avec toi de quelle façon tu peux m'aider, puis de quelle façon que moi je peux t'aider, pour que tu ne sentes pas effectivement qu'on se retrouve dans une situation, à quelque part, où on perdrait contact, tu vois. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée de la déclaration, c'est de chercher justement à permettre à une transformation de se faire et de comprendre davantage aussi ce que les signaux de la vie vont nous manifester, puis de ne pas se laisser impressionner, je dirais, par les apparences des choses. C'est pour ça que la pleine conscience intuitive va être souvent intéressante, parce que si on prend le temps d'aller explorer notre être et faire des exercices de pleine conscience intuitive concernant les problématiques que l'univers nous reflète, ben on va peut-être découvrir quelque part que ce sont des défis, ce sont peut-être des épreuves, entre guillemets, ou ce sont peut-être des relents de notre histoire passée qui nous confrontent et qui nous obligent donc à devoir finalement se désensibiliser, je dirais, par rapport à des événements qui sont associés à notre passé pour se dire non, j'assume qui je suis, je ne suis plus en train de revivre mon passé. Je peux comprendre que tu peux me percevoir plus égoïste, par exemple, parce qu'effectivement, je prends conscience, moi, de mon côté, que j'ai été trop généreux et que j'ai perdu mon propre centre. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être plus
capable de me retrouver avec moi, et c'est pour cette raison que je me comporte de telle façon. J'espère que tu comprendras. Alors, vous voyez que là, on est dans une position, on n'est pas en train de vivre des conflits, on est en train d'établir des relations, et des relations qui sont plus matures, qui sont plus justes, qui sont plus vraies, et qui font qu'on est capable d'établir des relations où donne la chance à notre univers, quelque part, euh, on se donne la confiance quelque part de permettre l'émergence de qui on est. Et cette émergence-là, évidemment, va faire que notre rayonnement, notre couleur va devenir de plus en plus rayonnante, de plus en plus lumineuse, et qui va faire qu'on va commencer à créer des communautés. Des communautés, c'est-à-dire que moi, parce que je porte une lumière, parce que je me fais confiance, parce que je vais au-delà quelque part de ce que des limitations qui pourraient m'être reflétées, je vais aller au-delà de ça parce que je me fais confiance, je me donne la permission de croire à ma grandeur, mais parce que je fais ça, ben, je vais devenir justement un messager en quelque sorte. Un messager, c'est-à-dire un être qui va incarner quelque part sa lumière, puis qui va être capable de créer, justement, parce qu'il incarne cette lumière-là, ses propres réseaux d'échange et de communication avec des gens qui vont faire que ces autres gens-là ben, vont l'applaudir, puis ils vont dire « Waouh, c'est super ce que tu fais, parce que moi, je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. » Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui va nous permettre, justement, de concevoir quelque part ce que moi j'appelle cette nouvelle humanité-là, une nouvelle humanité qui va nous reconnaître en tant qu'humains, qui peut collaborer avec d'autres êtres humains sans pour autant chercher à profiter des autres êtres humains. Et c'est ça, quelque part, que moi, je vous dirais que le message qu'on vit actuellement concernant le coronavirus est certainement de cet ordre-là, de nous rappeler quelque part qu'on est peut-être nous-mêmes en tant qu'êtres humains et en tant qu'humanité, on s'est peut-être éloigné de notre propre individualité en cherchant justement à se laisser prendre par ce que j'appelle ces réseaux, les réseaux sociaux, etc., qui font qu'on est en étroite relation avec le monde entier d'une façon permanente et continue, mais en même temps, cette étroitesse de communication est souvent vide de sens. Elle est souvent vide parce qu'on parle, on parle, on parle, puis dans 10 ans, on va encore parler, et dans 20 ans, on va encore parler. Ça ne va pas changer beaucoup de choses dans le monde, ça, qu'on parle, qu'on parle et qu'on parle. Un jour ou l'autre, il va falloir agir. Et je pense que cette idée de comprendre quelque part, ce que la vie nous montre à quelque part, c'est que votre système, là, il ne tient pas la route. Il suffit de peu de choses pour que ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on dépend du système et on est en pleurs, puis on est en souffrance parce qu'on a l'impression justement qu'on doit tout le temps dépendre de quelque chose qui pourrait tomber à tout instant, ou on commence justement à se prendre en main puis à commencer à construire un monde meilleur dans lequel on devient justement des messagers porteurs d'une nouvelle vision de l'humanité. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Moi, c'est moi qui vous invite vraiment de vous dire de quelle façon que vous pouvez être porteur de lumière, de quelle façon que vous pouvez transmettre un nouveau message, une nouvelle façon de concevoir la vie, qui répondent justement à ce que vous ressentez profondément en vous et de quelle façon que vous pouvez rayonner la lumière, c'est-à-dire de quelle façon vous pouvez être positif dans le mouvement d'évolution et de changement que vous voulez manifester dans votre vie. Parce que c'est bien beau, quelque part, de transmettre justement toutes nos peurs, nos appréhensions, tout ce qu'on veut, toutes nos angoisses et toutes nos hypothèses et nos théories à l'humanité, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est de l'agitation. Et c'est de l'agitation cérébrale, j'ajouterais. Donc, il faut renouer contact avec notre position de verticalité, notre position de force, notre position de puissance, et de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec la lumière qui est en moi? De quelle façon je peux la témoigner? De quelle façon je peux l'incarner? De quelle façon je peux la partager avec mon entourage? Et c'est ça que moi, je vous invite de faire pour justement explorer un nouveau regard, un nouveau chemin, une nouvelle voie. Puisque c'est ça, on est vraiment en train de découvrir cette nouvelle voie-là où l'être humain est en train de reconnaître une nouvelle façon d'évolution, d'évoluer en tant qu'être humain. La physique quantique nous amène justement vers cet univers subtil. Les neurosciences nous amènent à comprendre davantage le fonctionnement de notre cerveau, la richesse de ce fonctionnement-là, de quelle façon justement que la méditation permet de nous amener, de nous rapprocher de cette dimension humaine, la cohérence cardiaque, les pratiques chamaniques sont de plus en plus reconnues, etc. Donc on voit qu'on est dans une pleine ouverture vers une dimension humaine qui nous ramène vers la dimension de la Terre et du ciel. Je reconnais quelque part que la planète Terre est hyper importante pour moi, je dois en prendre soin. Je reconnais quelque part que cet univers, quelque part, me rappelle que je viens de cette lumière-là. Je suis une poussière d'étoiles en quelque sorte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que je suis cette poussière d'étoiles-là, je peux finalement incarner, rayonner et faire de moi une étoile qui va faire que justement la planète Terre devienne en quelque sorte un beau ciel étoilé pour que l'univers puisse nous regarder et dire « Oh mon Dieu, regarde le beau ciel étoilé qu'est la planète Terre ». Alors moi, c'est ce que j'aurais envie de vous témoigner aujourd'hui, de vous inviter donc à réfléchir à de quelle façon que vos fréquences, vous pouvez les augmenter simplement en incarnant cette lumière que vous êtes,
que vous avez en dedans de vous et en portant ce qu'il y a de plus beau qui est en vous et de chercher justement à l'installer, à l'incarner, à le manifester. Je pense que tous ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. Et le départ commence dès maintenant, par des petits gestes, par des petites actions, où la lumière qui est en nous, on peut simplement l'accueillir et lui donner la permission d'exister. C'est ce que je nous souhaite. Et évidemment, donc, c'est un peu la conférence que j'avais envie de transmettre. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, évidemment, si vous êtes intéressé, il y a un petit programme qui est proposé, qui donne suite à cette conférence-là, qui va vous donner l'opportunité d'approfondir la pratique. Alors, je vais donner des petits trucs ici et là dans la conférence. Je voulais que ce soit assez concret en même temps, mais en même temps, dans l'enseignement, bien évidemment, on va aller un peu plus loin dans les techniques pour élever sa conscience, la pratique de la pleine conscience intuitive, l'accompagnement, puisque je vais aussi avoir des moments avec vous en privilégié pour vous accompagner dans la démarche de guérison que vous êtes en train d'effectuer à travers les ateliers. Donc, visionnez la petite proposition, la petite présentation que je vous fais. Vous allez avoir une bonne idée quelque part de ce qui vous est proposé dans le cadre de ce programme de ce programme d'élévation, d'élever ta fréquence et devenir créateur de ta propre vie. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Au revoir.